Donc, atelier aujourd'hui, valorisation de la donnée, quelle organisation adopter, avec quel profil. Et pour discuter et débattre sur ce thème, deux personnes. Iman Benaoum, fondatrice et présidente du cabinet Aravati, un spécialiste du recrutement du digital. Intéressant aujourd'hui dans le marché, une base de données de plus de 100 000 compétences connues, reconnues, animées, et c'est vraiment important quand vous voulez agir sur la transformation digitale. Notre deuxième intervenant, Mike Levy, directeur de l'innovation chez Business et Décision depuis 20 ans. Auteur. Mais merci de me rajeunir et bonjour à tous. Oui, tu peux le dire, mais je peux annoncer plus de 20 ans de carrière et auteur d'un livre que je vous engage à lire, vraiment très intéressant. Sortez vos données du frigo, on explique tout d'une façon transparente et bien dynamique. Merci, j'aurai ma dédicace après, merci, je l'espère, Mick. Et Jacques Pagliolo, je suis le directeur des ventes Europe du Sud pour la société Talent. Donc, quelle organisation pour valoriser les données? Rentrons dans le sujet assez rapidement. Il y a des effets de mode qui apparaissent sur le marché. Et les entreprises, comme individuellement, on peut être tenté de suivre la mode, mais est-ce qu'on a raison de le faire? Est-ce que tous les changements que l'on voit apparaître sur le marché sont nécessaires pour une entreprise? Dernière en date, on a tous vécu cette période ensemble du Covid, et on se rend compte que la transformation digitale a été un élément clé pour les entreprises qui arrivaient à bien la gérer. Donc, je pense que cette transformation est nécessaire. Alors bien sûr, quand on parle de transformation digitale, on va parler budget, on va parler technologie, ce n'est pas l'objet de notre meeting, et on va s'attaquer au dernier point, l'organisation humaine, la gestion des compétences autour de cet environnement. Donc pour essayer d'apporter les réponses, préparer 4 questions, on va essayer de les adresser ensemble. Existe-t-il une équipe idéale permettant de mieux comprendre les enjeux métiers de la donnée? Quels sont les nouveaux profils indispensables dans l'entreprise? Quels sont les challenges en matière de recrutement? Et entre conduite du changement et organisation structurelle, comment réussir à fédérer cette donnée? Donc, Mick, basé sur ce que j'ai lu, je vois une véritable expérience. Peux-tu partager avec nous cette vision du marché de la donnée? Alors, d'un point de vue des compétences, on peut dire que c'est assez complexe. Vous avez remarqué que les fonctions autour de la data se sont multipliées. On n'a jamais d'ailleurs réussi à franciser leur nom. On en parlait tout à l'heure. Donc, il y a des Chief Data Officers, des Data Owners, des Data Domain Owners, des Data Managers, des Data Engineers, des Data Scientists. Et j'en oublie encore beaucoup de professions qui commencent par la data. Et c'est parfois très compliqué, finalement, de se repérer dans cette jungle des métiers. Et donc, je crois qu'en fait, il faut revenir à des choses plus simples. Quelles sont les grandes fonctions qu'on va avoir à couvrir humainement pour pouvoir correctement exécuter la stratégie data? Et je pense que ces grandes fonctions, il y en a 5 en réalité, qui sont 5 cercles de compétences qu'on va pouvoir organiser. La première, c'est autour de la stratégie. C'est là qu'on va retrouver notre Chief Data Officer. C'est son rôle clé que de définir et d'exécuter la stratégie. Bien sûr, il y aura une fonction technologique qui pourrait être portée à l'IT, qui pourrait être portée au digital éventuellement. Parce que, ne nous mentons pas, il y a une dimension technologique qui est forte quand même derrière les projets data. Il y a une dimension autour de la gouvernance des données et donc comment on maîtrise notre capital informationnel autour de la data. Il y a une dimension qui va être essentielle, qui est la transformation. C'est le cercle que j'appelle des usages. C'est là qu'on va y retrouver les data scientists, les data analysts qui vont valoriser réellement les données. Et puis, dernière fonction, encore trop peu développée à mon avis dans les entreprises, qui est la fonction autour de la confiance. Et donc, on y retrouve notre Data Protection Officer, bien sûr, mais aussi les sujets éthiques qui vont devenir de plus en plus importants, qu'on voit déjà émerger. On l'a accompagné dans des équipes marketing chez Business et Décision. Donc, c'est un sujet qui va être de plus en plus prégnant. Et donc, il y a aussi un cercle à faire autour de ça. Une fois qu'on a compris ces 5 grandes fonctions, on va pouvoir discuter, et la suite nous amènera à discuter des différents modèles et des différents métiers qu'on va pouvoir décliner. Mais le tout, c'est de couvrir ces 5 fonctions avec les métiers, avec les hommes et les femmes, avec les femmes et les hommes, qui composent votre entreprise. Iman,
Alors, moi, je vais laisser Mick parler des différents cercles de compétences dans les métiers et l'environnement de la data. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'humain, parce que étant un cabinet de chasse, un cabinet de conseil en recrutement, on voit de l'évolution de la data. Pour moi, ça fait 15 ans qu'on parle de la data au cœur des sujets, de la data vraiment indispensable, etc. Mais je crois que jusqu'à la pandémie, il y avait du wording, il y avait des intentions, il y avait des idées, il y avait des envies, mais il n'y avait pas encore une importance accordée à ces sujets et à ces métiers aussi forte qu'aujourd'hui. J'ai envie de dire, les magasins étant fermés, on n'avait plus le client à dispo pour tester des trucs, et là on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on a dans nos bases ? Qu'est-ce qu'on sait de nos clients ? Comment on communique avec nos clients si on ne peut plus les voir ? Et là, nos données, elles ne sont pas de bonne qualité, nos données, elles sont ci, nos données, mais on n'est pas... on a fait des gros projets d'IA avec des data scientists, mais sans réellement se donner de sujet là-dessus. Et donc moi, j'ai envie de dire, oui, là, on a le sentiment que ça y est, on arrive vraiment à la data dans l'environnement stratégique, et puis au sein des comités de direction, ça y est, tous les clignotants sont allumés, et il n'y a pas un client qui ne crée pas de poste autour de la data gouvernance, de la data quality en ce moment, dans les grands groupes du CAC 40. Enfin, clairement, il y a des alertes dans tous les sens. Et le problème humain que nous, on va rencontrer, c'est qu'il n'y a pas un métier de la data. Mick en a identifié 5. Je pense que 5 cercles de compétences. Donc autant vous dire que je ne sais pas combien de métiers gravitent autour de cette terminologie data. Mais en tout cas, il y a une compétence qu'il va falloir déployer chez chacun de ces candidats et de ces métiers. C'est le change management, la capacité à embarquer, à faire changer. Et un deuxième métier, enfin une deuxième compétence qui me semble extrêmement importante, c'est de connecter les sujets data à la vision, à la stratégie, au business, à des indicateurs qui parlent à tout le monde et pas des indicateurs qui ne parlent qu'aux gens qui sont des experts de la donnée. C'est l'essor de la data visualisation qui demande aussi aux gens d'être et experts data et comprendre les enjeux du business. Il y a pas mal de sujets autour de ça. Et sur les créations de postes qu'on nous demande, il y a une part d'expertise technique importante, puisqu'il y a plein de métiers dans la data et qu'on ne peut pas être le chief data officer d'une entreprise sans savoir vraiment dans le détail de quoi on parle et comment tout ça s'organise. En revanche, il y a un sujet, c'est comprendre pourquoi on le fait et être capable d'évangéliser les comités de direction, les comités exécutifs sur pourquoi je fais ce métier, qu'est-ce que ça doit vous apporter, comment est-ce qu'on pourrait envisager les sujets. Et il y avait le chief digital officer, il y a le chief data officer, il y a le chief performance officer, il y a le chief analyse business intelligence officer. Enfin, je pense qu'il y a autant de métiers et qui vont rejoindre les comités exécutifs que de métiers dans la data demain. En fait, ce qu'on dit l'un et l'autre, c'est que la data va engager l'entreprise dans une véritable transformation. Des entreprises vont faire des projets. Enfin, j'espère que les entreprises vont dépasser l'époque pour aller sur des projets de plus en plus ambitieux. On peut empiler les cas d'usage, on peut empiler les projets, en faire 1, 2, 3, 4, 10. À chaque fois, ça va amener de la valeur. Mais à un moment donné, l'entreprise va réellement tirer de la valeur, de la data, le jour où elle la considérera comme un véritable actif. Et donc, en ce sens, conduira à une véritable transformation pour pleinement valoriser cet actif. Et ça passe du coup par le très haut niveau, les COMEX, les CODIR, etc. forcément. Oui, mais quand je vous écoute, 5 cercles de compétences, la transformation, la connaissance métier, tout l'ensemble, c'est une personne qui est capable de gérer tout ça ? C'est une équipe. C'est une équipe. Et c'est une équipe avec un périmètre géographie variable, parce que selon la taille de l'entreprise, selon ses sujets, selon son organisation intrinsèque, la data, le lead data, il peut être côté DSI, ou le lead data, il peut être côté chef digital officer, ou le lead data, il peut être côté finance. Donc clairement, c'est non seulement une équipe, mais c'est une équipe qui peut bosser dans des environnements différents. Il n'y a pas dans toutes les entreprises un chief data officer, où il peut y en avoir plusieurs, où il peut y avoir plusieurs types de chief data officer. Donc on n'est pas arrivé à une organisation idéale type qu'on pourrait projeter dans toutes les entreprises. On est loin, loin, loin de là. Mais justement, en préparant cette discussion, si on va dans Google ou n'importe quel moteur de recherche, tu tapes Data Scientist, offre d'emploi, 3 millions
d'offres. C'est Indeed, un cabinet qui le dit. Par contre, quand on regarde la tendance, 2020, moins 45%. Donc, non, vous battez pas, mais Là, tu on donnes est un réellement chiffre, dans le là, con- tu nous lâches un chiffre, on ne peut pas laisser passer ça, il faut qu'on en discute. Moi, je vais donner Vas-y, un continue. indicateur. C'est que clairement, il y a toujours eu beaucoup d'offres de chiffres de data scientists, mais il n'y avait pas de candidats de toute façon. Donc, on pouvait toujours passer des offres. Et c'est pas parce qu'il y a 45% d'offres en moins qu'il y a moins de postes ouverts. Ça, je ne sais pas la réalité des postes ouverts. En tout cas, ce que je sais, c'est que proportionnellement à cette baisse de 45% sur les demandes de postes de data scientist, il y a une augmentation extrêmement forte des data analystes et des business analystes et de tous les métiers un peu plus concrets autour de la donnée. Et ce n'est pas un déplacement, mais moi j'ai deux pistes d'explication encore. Donc oui, il y a une baisse des offres de data scientists, mais est-ce que c'était vraiment des data scientists que cherchaient les clients? Parce que clairement, moi je me suis beaucoup amusée à prendre des briefs pour des postes de data scientists qui étaient des data miners en réalité. Donc il y a le terme à la mode, il y a ce qu'on croit qu'est un métier et puis la réalité du métier. Donc il y a cette piste-là. Il y a une deuxième piste, c'est que quand le business se contracte, que les sujets deviennent très complexes à cause de la pandémie et de la situation qu'on a tous vécue, il y a des projets entre guillemets de R&D ou des projets de création, tous les projets liés à l'IA qui étaient des projets entre guillemets nice to have, ont été mis un peu en stand-by au profit de projets de must have, et que là c'est pas forcément ces sujets-là qui étaient les sujets prioritaires. Donc il y a une voilà une rationalisation. deuxième piste d'exploitation. Tu as une rationalisation aujourd'hui, une meilleure définition des rôles, des attendus. Mike, un commentaire ou tu voulais rajouter quelque chose? Non, clairement, tu as une baisse de 45% des offres d'emploi de data scientist, mais tu dois avoir une augmentation, je n'ai pas le chiffre, assez conséquente des offres d'emploi sur les fonctions data de manière générale. Oui. Et on est face à un excellent signal, c'est-à-dire les entreprises veulent accélérer sur la data, ont enfin compris toute la valeur qui est en tirée et que c'est une transformation. Et deuxième chose, qui est un vrai sujet de maturité, on a enfin compris qu'on n'attendait juste pas le magicien d'Oz ou Harry Potter, quoi. Oui. Le data scientist, on a vu énormément de boîtes qui ont recruté, qui se sont dit je vais faire de la data en recrutant un data scientist. Et donc voilà, tiens, tu as un ordinateur, tu es data scientist, tu as des data, amuse-toi et puis tu vas nous sortir des trucs magiques. Ouais. Ça a duré On 3 le mois. sait, ça ne marche pas comme ça ne peut pas. Donc on arrive enfin à une rationalisation de cette fonction qui va pouvoir se concentrer véritablement sur sa valeur ajoutée la plus forte, à savoir les maths, à savoir les algorithmes, à savoir le machine learning, et puis travailler avec les data engineers sur la partie amont, avec les data architectes sur l'architecture, avec les gens de l'infra ou les gens du cloud sur toutes les machines qu'il faut tourner, avec des data analysts pour avoir l'approche métier, avec des spécialistes de la data vis pour la data vis, alors qu'on attendait tout ça jusque-là d'un seul homme providentiel. Donc c'est une excellente nouvelle. Je n'avais pas le chiffre, mais merci Jacques de me le communiquer. C'est une excellente nouvelle qu'on ait cette baisse des offres d'emploi. Il faut vraiment la mettre en corrélation avec une hausse très très forte des demandes d'emploi sur la data. S'il y a des candidats d'ailleurs, sachez que chez Business et Décision, on recrute à peu près tous les postes. J'en profite. Donc n'hésitez pas à venir me voir après ce talk. Chez Talent, ça nous intéresse aussi. On utilise notre propre technologie pour nous. On a tout un programme de transformation digitale. On est en train de définir un peu tous les rôles, les responsabilités, qui va faire quoi. Il y a une question qui me vient, c'est comment on arrive à insuffler une culture de la donnée? On s'y prend comment? Je parlais de change management, et c'est hyper important. C'est-à-dire que là, par exemple, sur un de nos recrutements en cours, on a un de nos clients qui est un groupe qui cherche son Chief Data Officer, mais ils l'ont appelé gouvernance, quality, je ne sais pas quoi, ils lui ont donné un certain nombre d'intitulés dans son rôle, parce que son enjeu à lui, ça va être de faire en sorte que chacune des marques du groupe remonte de la donnée qualitative, exploitable et correctement organisée, structurée, etc. Donc oui, il y a un vrai sujet là-dessus. Le premier enjeu, c'est de savoir de quoi on parle, de qui on parle, si c'est une donnée client, et puis de regrouper, de rassembler un certain nombre de sources de données pour alimenter intelligemment de la prise de décision, quelle qu'elle soit.
Mike, un commentaire ou pas du tout? Parce que Si, sur le volet acculturation est essentiel. En la matière, on dit souvent qu'un escalier se balaye par le haut. Vous connaissez peut-être cette expression. Donc c'est vrai que l'acculturation, il faut commencer bien souvent par sensibiliser le très très haut niveau, les COMEX, parce que c'est quand même de là que doit venir l'impulsion, et ils ont une responsabilité hyper forte. C'est-à-dire que dans énormément de COMEX dans lesquels j'interviens, on se rend compte que finalement, ils ont laissé de côté un actif à part entière de l'entreprise, ils l'ont laissé totalement inutilisé. Et c'est quand même la responsabilité de tout COMEX que de se dire quels sont les actifs de mon entreprise et est-ce que chacun de mes actifs, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le faire valoriser, quoi. Ils en ont juste laissé un de côté, donc il faut absolument qu'il se réveille au niveau des COMEX. Et ensuite, cette acculturation, elle doit aller partout. Bon, c'est une phrase un peu éculée, on dit la data est l'affaire de tous, mais c'est une réalité puisque tout le monde est acteur de la qualité des données. Ilman t'en parle de ce sujet qui est un sujet clé. Dès la saisie, dès la collecte des informations, tout le monde dans les métiers doit être acteur du fait de générer des usages, etc. Et pour vous donner un exemple, on accompagne actuellement chez Business et Décision un grand groupe bancaire dans l'acculturation de 40 000, vous avez bien entendu, collaborateurs. 40 000 collaborateurs. Donc c'est un groupe qui a placé la data comme un élément au cœur de sa stratégie pour les 5 ans à venir, qui a compris que c'était une transformation qu'il fallait conduire de l'entreprise et qui donc passe par une transformation de l'humain, qui a défini un certain nombre de personas. Donc il y a les execs, il y a les gens du business, il y a les gens de l'IT, il y a tous les professionnels de la data. Et pour chacun de ces personas, on a mis en place un cursus particulier pour accompagner chacune de ces équipes dans ce qu'elles ont à faire. Et c'est à mettre en regard d'un autre enjeu que tu citais aussi, Iman, finalement, qui est celui de l'upskilling. Qu'est-ce qu'on fait de Gérard, Michel et Nadine, pour imager, qui font de l'infocentre depuis 30 ans dans la boîte, et puis on veut les faire tourner maintenant sur BigQuery, Snowflake, Denodo, et alimenter tout ça par Talend. Comment on fait? Et donc il y a des vraies questions, et au vu du manque de compétences qui est terrible sur le marché, d'upskilling, de venir former ces équipes qui savent faire de la data, qui connaissent les règles de gestion, qui connaissent très bien la matière première, et c'est ça le plus compliqué, de les former finalement sur les nouvelles technologies pour qu'ils puissent continuer de travailler sur ces Donc sur ces c'est aspects-là. plus un accessoire à la position actuelle d'un salarié, c'est la création d'un nouveau groupe de data au sein de l'entreprise. Tu l'as dit tout à l'heure, la donnée devient un actif de l'entreprise, donc on recrée une entité data. À qui elle reporte? Alors, si on suit mon idée que la data est un actif à part entière, eh ben on fait comme pour tous les autres actifs. Et regardez bien, à côté du PDG d'une entreprise, il y a généralement un DRH qui s'occupe de l'actif humain. Désolé de parler des humains comme un actif, mais bon, c'est la réalité froide de l'entreprise parfois. Il y a un directeur financier qui s'occupe de l'actif financier, il y a un directeur de la production qui s'occupe des moyens de production, etc. Donc, si on veut mettre la même valeur et si on a compris que la data était un actif, le Chief Data Officer, à mon avis, doit siéger au même titre que tous les autres directeurs qui gèrent un actif. Et ensuite, suivant le niveau d'ambition, selon la taille, on pourra finalement choisir de le rattacher au digital, à l'IT, mais en tout cas à quelqu'un qui siégera et qui aura directement la responsabilité de la valorisation de ce patrimoine, de la stratégie à exécuter et qui doit reporter absolument aux membres du COMEX et au directeur général en particulier. Je suis d'accord. Ouais. J'ai vu je suis d'accord, mais j'ai vu sur plusieurs comptes que la direction data était rattachée au CFO. Oh là! Alors là, moi, je vous dirais danger. Attention, danger. Si on rattache la direction data au CFO, alors plusieurs signaux. Soit c'est qu'on veut réaliser beaucoup de cas d'usage pour la finance. Et là, pourquoi pas commencer là, mais il faudra expliquer au directeur financier qu'à un moment donné, il faudra lâcher ça pour que la data puisse s'appliquer correctement aussi à d'autres choses et en transverse à l'entreprise. Sinon, c'est qu'on va vouloir piloter énormément par les budgets et par un ROI, une attente de ROI direct. Or, vous et moi, puisque beaucoup d'entre vous travaillez dans la data aussi, on le sait, c'est parfois très compliqué de montrer, de chiffrer un ROI tel que pourrait l'attendre un directeur financier. On y arrive parfois, et c'est une bonne chose, mais parfois, il faut que les entreprises aillent un peu au-delà de ce seul indicateur et chercher de la valeur aussi sur d'autres indicateurs, en attendant des retours financiers indirects ou des retours financiers qui peuvent être longs parfois, parce qu'encore une fois, on est sur un schéma de transformation. Je crois qu'il faut dire les choses. On a beaucoup entendu, y compris à Big Data Paris, les années précédentes, les projets data portent un ROI direct, etc. C'est vrai dans plein de cas. J'ai des dizaines de cas où il y a eu un ROI direct.
Et puis il y a des fois où ce n'est pas exactement le cas. Et il y a des fois où on veut aller sur la data comme un sujet de transformation, et donc ce n'est pas ce qu'on recherche en premier. Donc ce n'est pas le CFO qui doit répondre à ça. D'accord, merci. Autre petite question, pour bien manager cette data, on est obligé de bien connaître le contexte et les enjeux de l'entreprise. Donc je reprends Gérard, Jacques et tous les autres. Je pense qu'ils ont une valeur à apporter puisqu'ils connaissent bien leur entreprise. Et ça, c'est la première des choses. Donc comment peut-on les aider à évoluer et quelles ressources additionnelles doit-on rajouter pour créer cette équipe pertinente? Iman? C'est un vrai enjeu. Les compétences, enfin moi je pense qu'il faut garder des collaborateurs qui sont employables et qui ont une capacité à continuer à exercer leur métier, à développer leurs compétences sur le long de la vie, tout au long de la vie. Ça va être plus facile quand on sait que les compétences externes sont rares, chères, volatiles. Autant capitaliser sur des ressources internes. En plus, on voit qu'aujourd'hui, formé au métier de la data, tout le monde ne va pas devenir data engineer demain, tout le monde ne va pas devenir data scientist. On ne fabrique pas un data scientist comme on fabrique un data analyst, mais les nouvelles générations sont plutôt data-driven en natif, j'allais dire. Donc, clairement, on peut faire évoluer des gens vers ces nouveaux métiers relativement facilement. Il y a des partenaires, il y a des formations, il y a des cycles, et c'est une responsabilité pour moi de l'entreprise. D'accord. Nous on a pris une solution directe chez Business et Décisions. Là-dessus, on a créé notre propre école de la data. Face au manque de compétences générales sur le marché, face aux difficultés de recrutement pour nous aussi, on s'est dit, à un moment donné, on va plutôt prendre des profils qui ont un bon bagage IT, évidemment, qui ont une connaissance aussi de la matière première, mais qu'on va accompagner dans la fin de leur formation sur les outils, sur les approches technologiques, sur les approches méthodologiques spécifiques à la data. Et donc, on a créé plusieurs cursus sur les métiers principaux de data engineer, data analyst, data scientist. On a commencé par là. Et puis, on les forme complètement sur un cursus complet. On les accompagne sur tout ce cursus-là de formation à la data. On a déjà 5 promos qui sont sortis de notre école de la data. Combien ? D'une vingtaine de personnes à chaque fois. Super. Et qu'on propose aussi d'ailleurs à nos clients. C'est avec ce type de dispositif qu'on accompagne le groupe bancaire que j'évoquais avant ou d'autres clients sur de l'upskilling, en particulier sur des fonctions technologiques. Donc le message, c'est le bon moment pour penser à toutes les datas que vous manipulez et comment vous allez pouvoir les mettre en valeur. Pour l'apprentissage technologique, vous avez la réponse aujourd'hui, BD. Vati, vous avez aussi l'aide et le support pour les entreprises, c'est une bonne chose. Vous voulez garder 5 minutes, il nous reste encore une dernière question, puisque on en a parlé que rapidement, l'intelligence artificielle. Alors, c'est une question provocatrice, volontairement. Est-ce la fin de l'humain, la victoire de la machine? 2 aspects, 2 visions. Qui veut commencer? Pour moi, il me semble, je ne suis pas une experte, moi je suis une experte des ressources humaines plutôt que de la data, mais il me semble que c'est une avancée, c'est une innovation, ça va permettre plein de choses, ça permet déjà beaucoup de choses dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche, etc. En revanche, on nous dit souvent à nous recruteurs, votre métier est mort parce que vous faites un métier de mise en relation, d'analyse et de mise en relation, et ce sont des métiers qui sont d'intermédiation qu'on peut tout à fait faire avec l'intelligence artificielle. J'ai envie de dire, allons-y, nous, ça peut nous aider, ça peut nous faire gagner du temps dans des process d'analyse, de screening, de candidature, etc. Mais enfin, vous le savez tous, le cerveau humain va beaucoup plus vite que n'importe quelle intelligence artificielle aujourd'hui si la donnée n'est pas une donnée catégorisée de manière extrêmement précise. Et pour moi, dans mon métier, voilà, je ne vois pas du tout l'intelligence artificielle comme une concurrence, mais plutôt comme un outil qui peut faire gagner du temps à tout le monde. Et voilà. Mick, d'accord? Oui, totalement. Mais c'est formidable l'IA, il faut bien se le dire. Il faut arrêter d'en avoir peur. Elle n'est absolument pas prête de nous remplacer. Il faut la voir comme une intelligence augmentée. C'est-à-dire, tu disais, le cerveau humain calcule beaucoup plus vite que l'IA. Alors ça dépend pourquoi. Quand il s'agit d'analyser des millions de transactions en moins d'une seconde pour arriver à dire si la transaction risque d'être frauduleuse ou pas, par exemple,
Bon, là, j'arrête la compète. Quand il faut arriver à analyser l'ensemble des visites clients sur un site web pour venir personnaliser le parcours client en temps réel, j'arrête la compète aussi. Quand j'ai mon client au bout du fil et puis que je veux lui proposer le produit le plus adapté et que l'IA sait le faire en ayant une vision automatique sur l'ensemble du portefeuille des millions de clients qu'il y a dans ce portefeuille, bon, j'arrête aussi. Donc voilà, il faut vraiment trouver la complémentarité. Il y a eu énormément de débats sur l'IA et l'emploi, il y en a encore. Ce qu'on voit, c'est que jusqu'à maintenant, toutes les prédictions se sont avérées fausses. Au global, il n'y a pas eu de perte d'emploi par l'IA jusqu'à maintenant. Et ce qui va surtout arriver, je crois, c'est une adaptation pour parvenir à travailler de mieux en mieux avec l'IA. Et c'est aussi un vrai challenge de transformation pour l'entreprise. Trouver la complémentarité entre les forces de l'IA, cette capacité d'automatisation, cette capacité de calcul, cette capacité de vitesse, dès lors qu'il y a de la donnée, tu as tout à fait raison pour le sujet qu'on étudie. Et de l'autre côté, les capacités humaines d'empathie, de créativité, de sentiment, qui sont aussi essentielles au business, qui sont aussi essentielles à l'ensemble des processus de l'entreprise. Et c'est là qu'on va créer le plus de valeur. Merci. Merci pour les commentaires. Il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a une question ou deux questions? On avait laissé ouvertes. Est-ce que quelqu'un souhaite adresser une question à Iman ou Mick? Eh bien, merci beaucoup, Iman. Merci Jacques. Merci pour votre écoute. Et bon salon à tous. Oui, et bon salon. There's no substitute for healthy data. Talend.